Bonjour à tous, aujourd'hui on débrief l'annonce de la présélection de Vincent Collet et Jean-Aimé Toupane pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une présélection que l'on juge plutôt cohérente d'un côté comme de l'autre. Alors il y a 5 notions qu'on va retenir autour de ces présélections. La première c'est le fait que ce soit des sélections suffisamment larges qui permettent au staff respectif des deux sélections nationales de pouvoir s'ajuster au cours de la préparation. C'est-à-dire qu'en cas de blessure, il va pouvoir avoir des joueurs déjà ou des joueuses déjà présentes pour pouvoir compenser les éventuelles absences, parce que malheureusement ça fait partie du lot. On sait que déjà en équipe de France féminine, il n'y a pas d'Alix Duché, et que Marine Fotoux s'est fait opérer assez récemment, au mois de février, et qu'elle devrait être opérationnelle, mais que ce n'est pas sûr. Donc ça, c'est la première notion essentielle aujourd'hui à retenir. Un groupe de 19, ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps pour l'équipe de France masculine. Et donc, malgré une préparation relativement courte, Vincent Collet et son staff ont décidé de faire ce qui avait été demandé après l'échec de la Coupe du Monde 2023, notamment par les cadres, de tester de nombreux joueurs et d'avoir une vraie concurrence pour gagner sa place dans les 12 qui devraient être connus aux alentours du 5 juillet, ce qui sera finalement rapide. Concernant l'identité des équipes de France, alors l'identité de l'équipe de France masculine, elle est à peu près claire. On va conserver des cadres, les cadres que sont évidemment Evan Fournier, Nicolas Batum, Rudy Gobert. On peut citer également Nando De Colo. Il y avait des questions, notamment à cause de ses pépins physiques et de sa défense parfois un peu complexe cette saison. Voilà, donc Nando De Colo qui ferait bien partie de cette présélection et donc qui fait partie des cadres. On a d'autres joueurs évidemment comme Guerchan Yabusele qui devient avec le temps un cadre, mais le gros apport et le nouveau cadre, ça sera évidemment celui de Victor Wembanyama avec qui il va falloir apprendre à jouer. Qu'il soit positionné au poste 4 ou au poste 5, on peut imaginer que c'est quand même particulier et évidemment un ajustement important de pouvoir avoir une raquette comme on l'imagine entre Wembanyama et Gobert. On peut imaginer qu'il va jouer aussi également beaucoup poste 5 et peut-être même plus poste 5 comme cette saison aux San Antonio Spurs et aux Metropolitans 92 la saison passée, aux côtés de Guerchan Yabusele. Voilà, donc il y aura cette articulation-là, et puis après, on y reviendra évidemment, il y a autour d'eux des role-players, l'intégration de jeunes comme Bilal Koulibaly, et le poste de meneur qui pose évidemment toujours question, dont on reviendra sur un sujet précis. Concernant l'équipe de France féminine, on peut noter une forte proportion de joueuses qui étaient présentes lors du TQO en Chine, où ça s'est très très bien passé, notamment avec la large victoire face à la Chine, vice-championne du monde 2022. C'est une équipe qui est composée d'un poste de meneur où on a des joueuses complémentaires, des joueuses créatrices, des joueuses un peu plus offensives, défensives, mais surtout moi ce que je retiens c'est ces postes 2, 3, 4 avec beaucoup de joueuses qui peuvent changer beaucoup de positions en défense comme en attaque. À l'instar de Gabi Williams, Valériane Haï, Janelle Salin et même Marie-Paul Fopossi, qui avait été retenue à l'Euro 2023 la saison passée. Ce sont des joueuses qui peuvent défendre très haut, qui peuvent changer, défendre des arrières, défendre des intérieurs, des joueuses qui ont des capacités athlétiques, des capacités de relance après avoir fait des stops défensifs. Ensuite, on devrait avoir une ligne arrière où il y aura une belle animation offensive, notamment grâce au retour de Marine Johannes. Elle avait trouvé un rôle qui lui sied à merveille, un peu comme celui qu'elle connaît du côté de New York Liberty, en sortie de banc, où elle apportait vraiment son talent offensif, sa vision du jeu, elle éclaire le jeu. Voilà, certains sont contre évidemment cette utilisation en sortie de banc, on peut les comprendre, puisque c'est un talent pur de très haut niveau international. Maintenant, même si elle était sortie du banc, elle avait montré une efficacité remarquable, avec le meilleur plus-moins de l'équipe contre la Chine de mémoire, en tout cas un très très bon plus-moins, ce qui prouve encore une fois son impact dans le jeu de l'équipe de France. Voilà, ensuite on a des joueuses de rôle qui pourraient avoir proposer quelque chose d'intéressant, miniaturé sur du tir extérieur, sur une défense très agressive, ou je pense à nos intérieurs, tels que Mariam Badiane, qui a vraiment montré elle aussi sa polyvalence, son travail de l'ombre, sa mobilité, qui est très importante dans le jeu de Jean-Aimé Toupane, comme il l'a évoqué notamment au sujet de la non-sélection de Sandrine Duda, dont on reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, on a évidemment aussi Carla Leight, dont on attend beaucoup sur le poste 1, un poste qui pose question, ou même Dominique Malanga et Iliana Rupert à l'intérieur qui devraient compléter Mariam Badiane. C'est ce qui fait toujours débat, les absents, évidemment les absents
Parfois, on en débat un peu trop longtemps parce que les absents sont pas forcément ceux qui pourraient faire la bascule dans une équipe. On sait que sur des compétitions relativement courtes comme les Jeux Olympiques, eh ben, c'est difficile de pouvoir compter sur 12 joueurs, mais c'est vrai que des fois dans des complémentarités, des fois dans des options comme l'an passé, notamment la Coupe du Monde 2023 pour l'équipe de France masculine, l'absence d'un meneur-stopper tel que Andrew Albici contre le petit Arthur Zagars de la Lettonie aurait pu changer un petit peu la dynamique. On imagine qu'avec lui, on aurait eu un stopper et peut-être qu'on aurait gagné ce match qui nous a ramené au deuxième tour. On ne sait pas ce qu'il en serait advenu ensuite de la suite de la compétition, mais évidemment le bilan a été différent. Toujours est-il que les absents notables chez l'équipe de France masculine, c'est Sylvain Francisco au poste 1, Timothée Luau Cabarro dans l'aile et Mustapha Fall à l'intérieur. Il faut, je pense, vraiment ne pas croire que le staff s'est dit qu'il y avait une hiérarchie dans le choix de ne pas prendre Francisco et d'avoir dans la présélection des joueurs tels que Théo Malédon et Kylian Hayes, voire même Ousmane Dieng sur un autre profil. Mais en fait, ce sont des joueurs qui n'ont pas été vus dernièrement dans des compétitions de haut niveau qui sont faciles à déterminer quel est leur niveau actuel. Ainsi, en les faisant venir, et je crois, si on a bien compris, en les faisant même venir en amont, informellement, au début de la préparation, le staff va pouvoir voir si, aux côtés d'un Andrew Albici, d'un Franck Nilikina, qui certes n'a pas beaucoup joué cette saison, mais apportera vraiment cette capacité à être un vrai stopper sur les lignes arrière, s'opposer à des joueurs tels que Shai Gilgeous Alexander, comme dirait Vincent Collet. Voilà, et donc eux deux, on imagine que dans la volonté du retour de l'ADN défensif, on les retrouvera. Derrière, la grosse carte à jouer, c'est pour avoir un troisième meneur qui va pouvoir apporter une touche de talent offensif supplémentaire, qui va peut-être éclairer le jeu par sa capacité à mettre des points ou servir les autres. On peut penser à Kylian Hayes et sa qualité de passe. On peut penser à Mathieu Strazel qui a trouvé sur la fenêtre internationale de février une vraie capacité à s'exprimer en sortie de banc sur des temps de jeu relativement courts, à être efficace et à être aussi lui très fort défensivement. Voilà, mais je pense que le staff veut évaluer où en est aujourd'hui Théo Malédon et dans une moindre mesure, on peut prendre le même exemple pour Ousmane Dieng sur le poste 3. Aujourd'hui, on sait que dans l'aile, on a Nicolas Batum, on sait que Evan Fournier peut jouer 2 et 3, on sait que Bilal Koulibaly dans un autre registre de stopper peut jouer 2 et 3, Cordinier a prouvé sa valeur dans un rôle de stopper, un rôle où il n'a pas trop d'ego, il sort du banc tel un Terry Tarpey il y a 2 ans, apporte une énergie des deux côtés du terrain et encore plus en défense vraiment très importante. Donc avec ces 4 joueurs-là, 2 meneurs qui seront probablement au moins Albici et Nilikina si ce dernier se montre en vraie forme physique, en bonne forme physique. Il faudrait avoir du coup au moins un combo guard, peut-être un meneur. Voilà, donc on a évidemment Elio Kobo qui dans ce rôle de 2-1 peut proposer quelque chose, et sans oublier Nando De Colo qui peut dans un rôle spécifique en sortie de banc apporter sa science du jeu offensive, voilà, et qui selon son état physique, s'il est bien retenu dans le groupe, pourra apporter dans une mesure qui est aujourd'hui difficile à qualifier. Est-ce qu'il sera en capacité par exemple contre une équipe comme Team USA d'avoir un vrai gros rôle, connaissant ses difficultés défensives de ces 2-3 dernières saisons. Voilà, c'est des questions. Donc il y a quand même pléthore de talents. Et aujourd'hui, je pense que les raisons des absences sont justifiées par la présence de certains et par la volonté de voir potentiellement trouver quelqu'un qu'on n'a pas su évaluer parce qu'il n'a pas assez joué ou qu'il a joué dans une compétition inconnue. En l'occurrence, les compétitions de Timothée Luau Cabarro et Mustapha Fall, on les connaît bien. Pour Timothée Luau Cabarro, eh bien, il y a la présence de 4 joueurs capables de jouer sur ces postes de 2-3 dans l'aile qui sont passés devant. Voilà. Et ensuite, certes, il a produit beaucoup de choses, notamment l'Asvel, mais malheureusement pour lui, dans ses dernières saisons NBA, il a eu un rôle un petit peu, depuis son départ de Brooklyn, un petit peu limité. Et depuis qu'il est en Europe, alors certes, il a été en Euroleague, il a eu des responsabilités à Milan, mais ça a été dans un cadre collectif un peu complexe. Ça a été une saison frustrante pour lui. Il a voulu se relancer à l'Asvel. Statistiquement, évidemment, il y a des flashs très intéressantes. Il produit beaucoup. Maintenant, l'équipe aussi n'a pas été très compétitive et du coup, ça pose question sur sa capacité
à être retenu à la place d'autres joueurs, et sachant la concurrence forte, voilà, le staff a dû faire un choix, et au vu de la présence de Batum, Koulibaly, Fournier, Cordinier dans les ailes, ça paraît intéressant, sachant qu'Ousmane Dieng peut amener une densité athlétique et physique avec un poste 3-4 de quasiment 2,10 m. Évidemment, il peut apporter un profil différent, donc lui aussi, il sera à découvrir. Voilà. Maintenant, Moustapha Fall, il y avait une vraie logique de complémentarité. C'est un excellent joueur, un vrai point d'ancrage d'un très beau collectif. Il est essentiel en attaque comme en défense à l'Olympiakos, une équipe qui a même de jouer le titre en Euroleague encore cette année. Voilà, mais le point d'ancrage qui représentait en complémentarité de Rudy Gobert, en complémentarité de Mathias Le Sort dans un rôle un petit peu différent d'Energizer, et ben, il a moins de sens aujourd'hui de la présence de Victor Wembanyama qui est devenu un très fort joueur aussi sur le post-up. On voit beaucoup ses actions évidemment en transition, ses 3 points, son dribble, ses capacités de dextérité, assez unique pour un intérieur de son gabarit, mais il y a aussi cet aspect-là. Et l'année passée, il se trouve que Moustapha Fall n'a pas pu être utilisé dans des conditions favorables. Il a eu un temps de jeu relativement limité. C'est vrai qu'il y avait Rudy Gobert, Mathias Le Sort, donc le staff l'a pas suffisamment utilisé à des moments clés. Contre le Canada, sa mobilité défensive pouvait poser problème face au small ball canadien. Et finalement, on est arrivé très vite sur la fin de la compétition et donc il a pu exprimer sa frustration et le fait qu'il n'arrivait pas à trouver sa place et la confiance du staff. Donc voilà, Moustapha Fall, malheureusement, il mériterait sportivement d'être dans un groupe, mais la concurrence est vraiment très très importante. Et donc lui, comme TLC, et ben, se retrouve évincé par cette faute-là. Et pour revenir à Sylvain Francisco, on peut noter que lui a eu sa chance récemment, donc avec la Coupe du Monde 2023, où malheureusement, il a montré certains flashs, notamment sur la préparation qui était intéressante. La Coupe du Monde a été trop courte pour pouvoir le juger, mais c'est un peu le niveau défensif qui posait souci, et le fait d'avoir le retour de Andrew Albici dans le groupe qui sera probablement à Paris, ça pose question. Vincent Collet a jugé que effectivement c'était compliqué d'avoir 2 petits gabarits. En tout cas, il veut donner la chance aussi à Strazel, donc en avoir 3, c'est clairement impossible compte tenu du contexte des adversaires. Mais voilà, lui a pu se montrer, a montré son niveau actuel, notamment lors de la dernière fenêtre internationale où il a été en difficulté, lors de laquelle Albici et Strasbourg ont été très bons. Et donc le staff connaît où il en est aujourd'hui, même si c'est pas sur 2 matchs qu'on peut le juger totalement, mais en tout cas ils savent que voilà, s'ils veulent aller chercher autre chose, eh bien, il faut tester des joueurs qui ne connaissent pas assez. Et donc en l'occurrence, c'est pas un problème de hiérarchie. Théo Malédon, Kylian Hayes n'est pas nécessairement meilleur ou jugé avoir fait une meilleure saison que lui, mais c'est de les voir et d'évaluer s'ils peuvent amener quelque chose. Concernant les absences en équipe de France féminine, il y a bien sûr Sandrine Godin, on va y revenir, mais il y a également Olivia Epoupa, qu'on n'a pas vu depuis l'Euro 2021. Elle avait été victime d'une grosse entorse de la cheville. Elle avait fini la compétition, mais elle n'avait pas pu prendre part aux Jeux Olympiques. Et donc Olivia Epoupa, on l'a pas vue depuis ce temps-là. Donc on va dire que sa carrière internationale, si elle n'est pas terminée, en tout cas elle est dans une longue parenthèse. Ce qui est dommage parce qu'elle a porté évidemment quelque chose d'assez important. Enfin, en tout cas, elle avait un sacré impact sur le poste 1. Mais voilà, et puis l'autre grande absente, évidemment, c'est la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France, Sandrine Gruda. C'est un crève-cœur, évidemment, de ne pas l'avoir là. Ça aurait été finir en beauté, comme elle le mérite. Mais c'est sûr que c'est pas l'objectif de l'équipe de France, c'est d'aller chercher une médaille la plus belle possible. Et que dans ce cas de figure... c'était pas évident pour le staff de savoir s'il fallait la prendre ou ne pas la prendre, étant donné son projet de jeu. C'est comme ça que Jean-Aimé Toupane a justifié cette décision. Il est vrai que lui il veut beaucoup de mobilité et que même si elle a des qualités physiques et athlétiques hors normes, une grosse présence défensive, Sandrine Gruda, est-ce que le jeu doit s'adapter autour d'elle? C'est ça aussi la question. Et puis ensuite, est-ce qu'il aurait pas été plus dur encore de la présélectionner, de la faire venir dans le groupe élargi et finalement de la couper lors de la préparation? Telle est la question. Voilà, donc on peut en convenir, c'est un choix fort, un choix audacieux. On peut reconnaître au moins cette note positive que le staff, en tout cas de l'équipe de France féminine, tente des choses. Voilà, l'avenir nous dira s'ils avaient raison ou pas. C'est pas parce que le tournoi s'arrêterait prématurément
que ça serait la faute de l'absence de Sandrine Duda. On aurait tort de lire les choses comme ça. Mais toujours est-il que, étant donné le visage affiché lors du dernier TQO, pardon, en l'absence de Sandrine Duda, on peut se demander si effectivement aujourd'hui c'est pas un choix cohérent compte tenu du basket joué, et que finalement limiter soit couper Sandrine Duda durant la préparation, ou alors la limiter à un rôle vraiment faible, petit, court dans la rotation sur la compétition, ça aurait pas été lui manquer encore plus de respect. Voilà, en tout cas, on peut noter une cohérence de la part du staff de l'équipe de France féminine comme du staff de l'équipe de France masculine. Voilà, maintenant il y a un gros chantier qui va s'opérer. L'équipe de France féminine a une plus longue préparation avec moins de matchs de préparation. L'équipe de France masculine a, elle, une préparation relativement courte. Et le fait de faire un groupe, c'est un choix important, mais surtout de créer un collectif, les d'autant plus. Donc pour finir, il s'agira vraiment d'évacuer rapidement cette question, de mettre en concurrence les joueurs, de les mettre en concurrence par rapport au projet de jeu, voir quelle est leur capacité d'adaptation, d'essayer de voir dans quel rôle rapidement ils peuvent se fixer, s'ils ont un rôle à jouer dans ce rôle, c'est-à-dire que c'est une chose d'être un joueur installé dans un temps de jeu important, dans un éventuel place dans le 5 majeur, c'en est un autre d'être capable d'avoir un ego limité, de pas jouer un match et puis de rentrer, d'apporter énormément d'énergie dans un rôle défini sur un deuxième match en fonction de la match-up. Donc tout ça, c'est voilà, une sélection ce n'est pas de prendre les 12 meilleurs joueurs, c'est de prendre peut-être les 8 ou 9 meilleurs et d'avoir des joueurs qui s'articulent dans des rôles particuliers autour. Et ça, je pense que l'expérience du staff, notamment l'équipe de France masculine qui est installée depuis longtemps, ils le savent, ils ont connu aussi des problèmes d'ego, de joueurs qui avaient du mal à jouer, s'exprimer, et qui du coup apportaient une énergie négative, donc ils veulent pas reconduire ça pour un tournoi qui est diablement important. Et la période du 5 juillet où on connaîtra le 12 au début de la compétition fin juillet à Lille sera déterminante pour créer un collectif, et vraiment c'est ça qui nous permettra d'aller chercher une médaille, parce que la concurrence s'annonce très rude et qu'on n'a pas une équipe hors norme en termes de talent pour le top 6 international pour pouvoir aller chercher la médaille que grâce à nos individualités. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo, et on peut en débattre en commentaire avec grand plaisir sur Twitter ou sur les commentaires du site internet sur nos divers articles. À très bientôt, merci.